On va peut-être enchaîner tout de suite avec le premier film de ce soir, puisqu'il s'agit du retour des Wachowski à la réalisation, puisqu'ils ont été beaucoup producteurs ces derniers temps, même s'ils sont aussi ils sont aussi producteurs de ce film. Mais il s'agit en fait du film Cloud Atlas. Et alors, qui veut s'attaquer au pitch de ce film? Je regarde Jackie qui est pas très inspiré. Ah, j'ai pas vu le film. Oui, c'est vrai. On est que tous les deux. On est que tous les deux, Samuel. C'est vrai. On est que deux. C'est compliqué, en fait, je sais moi. J'ai compris que c'était compliqué. Bon, voilà. Alors. D'accord, ok. Ah, oui, non, mais c'est vrai que c'est différent. C'est déjà on suit l'histoire de différentes personnes à différents moments de la vie sur Terre en fait. Et donc ça va du 19e siècle jusqu'au 22e siècle au moins, voire beaucoup plus, mais là à ce moment-là on ne sait pas quelle année on est. Et donc voilà, donc avec les années 70, 1970, au Libéry et tout ça. Il y a aussi les années 1930 avec Ben Whishaw. L'histoire du pianiste. Celui de 2012 avec l'histoire de l'éditeur, le vieil éditeur. Celui de 2122 si je me trompe pas avec la Néo Séoul, voilà, et la serveuse justement aliénée, voilà, qui va devenir et après un futur très lointain. Un futur très très lointain qui revient un petit peu à la préhistoire en fait, on va dire. Voilà, donc on suit tous ces événements là dans un seul film pendant 2h45 en fait. Avec une petite quand même particularité qui peut créer quand même ce lien entre les différentes époques, c'est qu'on retrouve on va dire la même pléiade d'acteurs. Mais sous plus ou moins grimés, plus ou moins maquillés, mais dans différents personnages autres en fait, dans d'autres personnages, voilà. Et donc voilà, et tout ça va être lié en fait. On peut dire l'élément en fait qui va lier tout ça, qui est en fait le morceau de musique. Voilà, c'est le morceau de musique, oui. Qui a une place qui sert de lien, mais qui est à la fois un élément un peu mystérieux aussi, qui va un petit peu lier. Et puis une autre chose, c'est qu'il y a une sorte de, on va dire, tache de naissance aussi, qui est une particularité physique, qui va être le lien, qui va avoir une importance, puisque à chaque fois c'est quelque chose de récurrent qu'on retrouve à différentes époques. C'est-à-dire que sur différentes époques, il y a, on va dire, des éléments en fait qui sont des éléments, on va dire, conducteurs, ou du moins des éléments récurrents. Donc il y a la musique, la symphonique en composition justement dans les années 30. Il y a comment ça s'appelle, il y a les acteurs qu'on retrouve, mais avec plus ou moins, en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de lien génétique entre eux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que certains sont en fait, on a l'impression, que c'est les descendants. Les descendants en fait qu'on retrouve à différentes époques. C'est pas expliqué, mais générations. On a cette impression-là. Et puis cette histoire de tâche de naissance qui est aussi quelque chose de particulier, puisque on va dire que les personnages centraux de chaque époque sont porteurs en fait de la même tâche de naissance, qui va être aussi en fait le pont et le lien en fait de toute cette histoire. On commence par quoi? On commence par essayer de rentrer dans l'histoire, de définir un petit peu l'histoire, parce que c'est assez compliqué quand même de définir un petit peu l'histoire. C'est compliqué, et puis en plus je pense qu'en ne sachant pas énormément de choses aussi, il y a un effet de surprise. Moi j'avais vu que la bande-annonce de 5 minutes qui n'est rien en fait vis-à-vis de 2h45 de film, et c'est vrai que on sait pas en fait, même à travers la bande-annonce on se demande de quoi ça va parler, on se demande de... c'est bien aussi de découvrir, c'est bien, et c'est pour ça que c'est la richesse du film. Alors je sais pas, si t'as envie de rentrer un peu plus dans l'histoire, moi ça me... je l'avais un peu dit je crois que c'est la semaine dernière quand j'en ai un petit peu parlé, c'est que c'est vrai que c'est pas un film, expression que j'aime utiliser, c'est pas un film du dimanche soir. C'est pas un film qu'on a envie de regarder, pour se vider la tête quand on n'a rien d'autre à faire, ou surtout quand on veut se divertir. C'est un film qui demande vraiment une certaine concentration, une certaine disponibilité, on va dire, pour pouvoir vraiment réceptionner en fait le film, l'accueillir et essayer un petit peu le digérer aussi après coup, puisque même après coup, c'est le genre de film justement, après je sais pas s'il restera longtemps dans les mémoires, mais voilà, ça fait partie de ce genre de film. Donc, quand on sort de la salle, le travail est encore en cours. Voilà, le film a encore une influence et travaille encore un petit peu. Et voilà, et c'est vrai que il est complexe, il est assumé aussi comme tel, c'est-à-dire qu'il y a une volonté des réalisateurs. Je vais mettre les réalisateurs. Oui, parce qu'ils sont trois. C'est quand même trois. Il y a les frères et la sœur Wachowski. Oui, Lana et Andy Wachowski. D'ailleurs, mais c'est intéressant justement, c'est que moi j'avais complètement oublié, parce que le fait que
Il y a des personnages masculins qui vont devenir des personnages féminins. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est vrai que Larry est devenu Lana, et c'est vrai que tu sens que ça a une influence, et en plus de ça, alors malheureusement dans le générique ça passe trop vite, parce que Lana et Andy Wachowski réalisaient ensemble, mais là, chaque partie, c'est un réalisateur, donc Andy, Lana chacun et Tom Tykwer, ils ont réalisé chacun une époque en fait. Voilà. En fait, les liens... Et j'ai oublié de regarder laquelle c'était, où il y avait justement certains personnages féminins qui étaient joués par des hommes. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va dire l'élément, on va dire, parce qu'on cherche pendant tout le film, le film se développe, donc au début on est en train de voir les différents segments qui se succèdent. En gros, on se succède et on revient à chaque fois en fait de différents segments. Il n'y a pas un ordre, il n'y a pas d'ordre chronologique. On saute d'une époque à l'autre. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de lien logique, il n'y a pas de succession logique. On cherche au départ si, au travers de la narration des différentes époques, on trouve en fait un sens dans une certaine continuité. En fait, il n'y en a absolument pas. Et au bout d'un certain moment, comprend en fait que c'est vraiment des éléments isolés avec les différents éléments communs dont on a parlé, et puis finalement on se rend compte qu'il y a une thématique qui peut ressortir, mais bon, qui n'est pas non plus en fait la thématique un peu sous-jacente, puisqu'on se rend compte que en fait ce qui est le plus ce qui m'a apparu plus flagrant, c'est peut-être les liens qu'il peut y avoir entre donc l'époque des années 30, à la vision du film, le lien avec celui de la version des 2000 de Neo Séoul et la futuriste. On voit en fait que le sens profond, du moins l'élément en fait de narration principal, c'est surtout la question en fait de s'affranchir. En fait, en gros, c'est comme une sorte de condition en fait de se libérer en fait d'une sorte de carcan. Le jeune pianiste essaye de se libérer en fait des carcans sociaux. C'est toujours des libérations. Oui, c'est toujours en fait des questions de libération. La jeune femme qui est une sorte de clone qui est au service de la société essaie de s'affranchir un petit peu de son asservissement. Voilà. Et dans le futur, on essaie un petit peu de se libérer aussi de certaines conditions qui est en fait, parce que c'est quand même on va dire une époque futuriste post-apocalyptique. Après voilà. Et c'est vrai qu'après coup, quand on a compris ça, on peut regarder aussi, on va dire, les éléments des autres époques, des années 70, et la version, donc une journaliste qui enquête et qui essaie justement de se libérer, de s'affranchir et de pouvoir divulguer en fait une certaine vérité duquel en fait on empêche. Et dans la version, et dans l'époque des années, c'est le 17e ou le 18e siècle, avec cet explorateur, et en fait ils essayent de s'affranchir en fait d'une sorte de médecin de bord, ça passe sur un bateau, d'un médecin de bord en fait qui essaye de le mettre sous son joug pour pouvoir récupérer en fait sa richesse, et aussi qui essaye de s'affranchir aussi de son carcan familial qui l'a conduit en fait à avoir un mode de pensée, ou du moins d'adhérer les thèses on va dire d'esclavagisme. Voilà, donc il essaye de s'affranchir en fait de tout ce qui est de l'oppression en fait de l'être humain. Et c'est vrai qu'après, quand on a compris en fait ces quelques éléments de quelques segments, on a un regard totalement différent des autres. On se dit bah oui, c'est ça en fait qui est aussi, on va dire, le fil conducteur narratif qu'on ne trouvait pas et qu'on avait du mal à déceler. C'est ça, en fait, mais aussi le fil narratif. En fait, il y en a plusieurs. C'est que c'est la richesse du film en lui-même, tant au niveau de l'écriture qu'au niveau de la mise en scène. C'est-à-dire qu'il se lit sous plusieurs lectures. Effectivement, on peut y voir un thème de l'affranchissement, mais on peut aussi y voir le thème du temps, de la mort, de la vie, de l'amour, de tout ce qu'il y a en fait. C'est que c'est une œuvre. Ça brasse large, hein. Oui, ça brasse très large, mais c'est, on peut se dire, oula, ça peut faire un fourre-tout monumental et blablabla. Ça aurait pu être un sujet pour Malik, ça. Et oui, mais là c'est vu d'une manière Wachowski et Tykwer, et c'est vrai que ça pourrait être un fourre-tout monumental et catastrophique pendant 2h45. Et en fait, les 2h45, on les voit pas passer, c'est-à-dire qu'on est vraiment mis dedans. Ils nous mettent dans leur monde tel qu'ils l'ont imaginé. Alors c'est une adaptation d'un roman, et il y a très très peu d'action dans le film. Ah oui. Ça parle beaucoup au final. Et pendant 2h45, on est dans le film. Il disait, Tom Tykwer, encore en session, je crois qu'il était encore dans l'auditorium en train d'enregistrer sa symphonie, il expliquait qu'en fait que son travail consistait, pour une grande part, c'est-à-dire de structurer les thématiques de son film à partir de la musique. Donc je ne sais pas si vous avez ressenti... Mais ça aussi, c'est une autre manière de lire le film, c'est-à-dire qu'on peut y voir, effectivement, il y a tout un tas de références de toute façon mythologiques, SF, ça peut se voir aussi comme un film d'anticipation, mais ça peut se voir aussi comme une symphonie en fait, complètement, et le film est basé aussi là-dessus. Et c'est ça qui fait la richesse du film. C'est,
là, c'est vrai qu'on a du mal à en parler parce qu'il est tellement riche, c'est un gros volume en fait. Ça mérite une seconde vision. Quoi. C'est vrai que quand on a compris en fait certaines choses à la fin, on a envie de se dire bah oui, je vais le revoir pour pouvoir. Et je suis sûr qu'à la deuxième vision, on comprend d'autres choses et on se dit bah oui, en fait, il faudrait que je le revoie avec cette nouvelle approche. Donc je pense que c'est vrai que si on l'aperçoit aussi comme en fait une symphonie avec ses mouvements, c'est vrai que les époques et même ce qui est vécu dans les époques peut être vu ou du moins perçu en fait comme des mouvements en fait d'une symphonie, genre avec les moments forts, voilà, avec les mouvements de tristesse, voilà, d'accablement, ensuite voilà, voilà, c'est vraiment des mouvements en fait. Et au fil de la je dirais du travail purement musical, il peut aussi jouer, je pense. Au niveau de ces thèmes, comme tu dis, qui prennent une importance plus ou moins, c'est aussi une façon de recourir à une forme une démarche musicale, le principe du contrepoint, c'est-à-dire mettre en avant, utiliser le principe des variations, c'est de mettre à un moment en avant un thème plutôt qu'un autre. Je pense que ça doit participer de ça dans son ensemble. Il ne doit pas simplement y avoir peut-être un travail sur la musique qui structure les thématiques du film, en général, le principe de la musique dans la grande tradition hollywoodienne, par exemple, c'était on fait un leitmotiv, on l'associe par exemple à un personnage, à un lieu, à une action, pour appuyer, pour la mise en avant. Je pense que ça doit peut-être dépasser ce principe-là. C'est justement à la fois la narration est complexe, mais aussi on va dire je vais utiliser un gros mot, l'habillage sonore, on peut parler comme ça, en tout cas la musique qui accompagne, elle est aussi complexe parce que justement, comme tu dis, il n'y a pas de thème, propre au personnage. Je me sens même pas qu'il y ait de thème lié en fait, parce qu'on pourrait très bien se dire, dans ce cas-là, s'il y a différentes époques, il va lier tout ça avec un thème qui sera peut-être le thème du héros ou une thème en fait d'un moment donné de l'histoire. Mais comme justement l'histoire en fait, l'histoire elle part dans des directions totalement différentes, on peut pas les lier en fait par la musique. Mais oui, c'est différents en fait mouvements qui justement procurent différentes émotions. C'est chaque. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut se dire aussi que l'histoire, c'est pas l'histoire non plus de ces personnages, c'est aussi on va dire comme une symphonie, les mouvements aussi qui seraient aussi les mouvements en fait des mouvements mais de l'histoire de l'humanité. Oui, c'est ça. C'est différents moments qui ont après changé un petit peu le cours des choses en fait. Chaque partie, c'est ça. Et puis ça aussi balaye aussi, comme tu disais aussi, en fait des émotions qui sont les émotions fortes. C'est la colère, c'est l'amour et qui sont liées aussi à des époques, à des personnages. Donc c'est vrai que c'est différent. Voilà, j'ai presque envie de dire, c'est un film, c'est sur multiplan en fait. Ça joue sur différents. Voilà, c'est un film en 3D dans le sens de la narration, c'est-à-dire que on peut le prendre de différents axes avec des évolutions sur différents plans au niveau narratif, au niveau des émotions qui procure au niveau des évolutions des personnages, au niveau de donc c'est en ça que à la fois le film est perturbant parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de narration aussi complexe, que quand on a un film qui se passe à différentes époques, on va dire que notre cerveau, notre façon de procéder a tendance à vouloir à se raccrocher aux branches en disant alors quel est le lien logique de tout ça. On va avoir je sais pas moi un personnage ou un objet ou quelque chose qui un film tout ça, mais là c'est pas totalement le cas auquel on peut penser directement. Ça serait The Fountain, mais justement The Fountain allait dans les grosses manuels du truc et ça fonctionnait pas forcément très bien. Moi en l'ayant revu je fais c'est quand même les grosses ficelles. C'est quand même un lien qui est l'histoire d'amour en fait de ce personnage qui dit tout ça. Il y avait un truc qui fonctionnait pas quand même, alors que là on aurait peur justement que ça fonctionne pas après avoir vu The Fountain. Au final, ça fonctionne parfaitement en fait, parce qu'il y a ce côté vraiment. D'après l'énoncé que vous me faites du film, moi ça me fait penser à un autre film qui s'appelait Le Violon Rouge, qui où là pour le coup c'est le fil conducteur entre trois époques, passé, un présent et un futur. C'était un Stradivarius. Fait, qui passait de main en main. Et il y a là aussi, on avait le sentiment, et en plus, quand il y a l'objet quand même qui sert de lien, il y avait une mise en avant, on avait l'impression que la structure du film, les enjeux du film, passaient aussi par une construction, avant tout par la construction musicale du film. Mais là, il y a des objets qui passent de main en main, justement, aux différentes époques, en plus de ça. C'est qu'il y a certains objets qui vont aller chez un autre, qui vont bouger. Je me souviens bien, entre le pianiste et celui qu'on suit avec la journaliste dans les années 70, t'as des objets c'est des passerelles en fait. Oui. Il y a peut-être un objet qui permet de passer d'une époque à une autre, mais il y a aucun objet à part peut-être la musique qui en fait traverse toutes les époques. La différence du violon rouge et l'élément en fait auquel justement le spectateur peut se raccrocher en disant voilà ce qui lie les époques. Là dans ce film justement c'est ça qui est un peu perturbant, c'est qu'il n'y a pas d'objet, quelque chose en fait qui lie toutes les époques. Il n'y a pas
peut-être un objet qui passe d'une époque à une autre, qui fait le pont entre chaque époque, mais il n'y a pas en fait voilà. Donc c'est vrai que c'est en ça, et encore comme je disais, le spectateur qui essaie de se raccrocher en essayant de trouver, j'allais dire une bêtise, mais un élément rationnel pour lier en fait ces époques, il n'y a pas. Donc c'est vrai que comme je disais, c'est quelque chose qui est multiplan, voilà, où il y a des axes. Et même sur la fin, ça laisse ouvert sur certains. Ah oui, sur certaines justement parties, quel est le lien qui les raccroche, et au final, il doit y avoir un lien, mais la première vision ne permet pas tout dévoiler en fait, je pense. Et puis avec un film de cette ampleur, on s'attend aussi, c'est ça qui est perturbant, parce qu'un film de cette ampleur, on s'attend à quelque chose à la fin, une sorte de pas, je vais dire, pas de révélation mystique. C'est vrai que la fin est. Mais en fait, c'est voilà, c'est comme un mouvement, voilà, qui finit par mourir, mais voilà, oui, c'est ça. Voilà, la fin est d'une simplicité. Enfin, on s'attend pas du tout à une fin comme ça. On s'attend, à une sorte plutôt de quelque chose, voilà, qui porte, voilà, une sorte de, pas de quelque chose de grandiose, mais quelque chose, voilà, qui donne sens, voilà. On cherche à donner sens. En plus de ça, c'est que, au-delà parce que c'est vrai qu'on peut le considérer comme un film de SF, mais aussi on peut le considérer comme un film d'anticipation, comme un film fantasy, mais aussi comme humour, parce que c'est vrai que la période de 2012 avec l'éditeur, c'est la partie qui est rien à voir avec les autres au niveau du ton, de la tonalité du film. Elle est quand même très humoristique. Elle est même limite, pas cartoonesque, mais voilà, humour anglais, quoi. Et c'est alors que les autres parties n'ont pas à voir ça. Et années 70, si, moi j'y voyais un peu les films blaxploitation. Oui. Et ça c'est aussi les codes en fait. Il y a une multitude de références. Moi je me dis voilà quoi. Là c'est des cinéastes qui savent parler de la réfence, quoi. Mais sur la période de 2012, c'est comme aussi la mise en abîme du film, puisqu'il y a aussi le personnage de l'éditeur essaie d'éditer une histoire qui raconte un petit peu ce qui se passe aussi dans certaines autres époques. Donc en gros il raconte. S'il s'imprime, enfin il essaie de mettre en avant une certaine forme de la blaxploitation ou l'humour anglais, c'est aussi peut-être c'est pour ne pas oublier, parce que c'est une sorte de voyage dans le temps, une sorte de radioscopie de ce qu'est l'évolution. Il peut pas négliger aussi le côté culturel. Oui, la multitude. L'idée de traces, etc. Donc il exprime peut-être par le fait. Oui, parce qu'après après on passe à Néo-Séoul et l'Asie, tout ça, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a une multitude ethnique. Et puis il y a les codes du genre, les codes de la narration. C'est vrai qu'on est là. Ouais, non, c'est. Et puis alors. Moi, ce qui me faisait peur et ce qui était un peu leur échec dans les Matrix Reloaded et l'autre Matrix, j'arrive pas à remettre le numéro 3. Ouais, le numéro 3. C'était justement ce côté que les hommes reviennent un petit peu à une manière préhistorique, et c'était un peu ils avaient fait un gros échec avec le 2 et le 3 de cette manière de oui, il y a une sorte de dieu, la spiritualité ou quoi que ce soit ne marche pas du tout en fait dans les 2 et 3e Matrix. Alors que là tout fonctionne en fait, rien n'est il y a pas quelque chose qui m'avait qui m'a fait rire ou ridiculiser, mis à part peut-être la VF un peu. Mais ça, parce que aussi ce film reste sur entre guillemets sur on va dire pas la métaphysique, mais en fait ça reste sur un plan humain. C'est-à-dire que autant là sur Matrix on partait dans des notions et puis surtout dans une sorte de déité, même si c'est des déités mais quand on arrive à Sion, c'était un peu ridicule, quoi, au niveau des dialogues, au niveau des trucs, enfin c'était lourd, pompeux, et là non. Oui, parce qu'en fait, on reste, voilà, parce qu'en gros, quand il s'agit, en fait, on va dire d'une certaine mythologie, ça reste en fait une mythologie à hauteur d'homme, dans le sens où on comprend, en fait, que c'est la mythologie créée par l'homme et utilisée par l'homme dans un certain but. Et là, c'est pareil, même à différentes époques où, il y a toujours, en fait, une notion, un lien avec le passé. Encore une fois, c'était parce que, voilà, ça a été plus ou moins sous-jacent, c'est quelque chose qui a été, voilà, c'est pas quelque chose qui est au-dessus de l'homme et qui ne comprend pas comme, toutes les religions monothéistes ou même, polythéiste qu'on peut connaître. Non, c'est vraiment quelque chose, on sent en fait que c'est quelque chose qui est issu en fait qui est une création on va dire intellectuelle, une création, voilà, une sorte de code sociétal pour pouvoir, voilà, qui a un but en fait dans tout ça, et que ça vient en fait qu'à l'origine en fait est l'homme, mais même si c'est comment dire, utilisé de manière, même si c'est sublimé quelque part et que ça influe en fait sur les gens, mais bon, on peut dire ça aussi de toutes les religions qui pour certains est inventée aussi pour l'homme et qui sert aussi à sublimer et aussi apporter en fait un sens à un certain nombre de choses. Donc voilà, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est un film qui est pas évident et qui déstabilise de par son traitement, de par son approche, de par la finalité qui encore une fois n'est pas servie sur un plateau. Donc voilà, on va peut-être continuer et peut-être avancer et conclure aussi en parlant peut-être juste des acteurs et de leurs prestations, parce que c'est vrai que c'est un peu un point aussi qui peut être. C'est un point extrêmement important parce que justement ils jouent
différents personnages et différentes palettes de personnages. Hugo Weaving en particulier, et Tom Hanks, c'est celui qui en joue le plus. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'il y en a, on les reconnaît pas, et donc à la fin du générique, c'est vrai que quand ils mettent les acteurs, on voit les rôles qu'ils ont fait, on fait putain la vache, on l'a pas reconnu là. Et c'est vrai que parfois, parce que le maquillage parfois est grossier, on le voit, mais après je pense qu'il est voulu, c'est dans un style un peu BD, voilà. Et puis ils avaient adapté Speed Racer avant aussi, je crois qu'il y avait ce côté un petit peu surfait, mais parfois c'est très bien fait. Ça veut dire que là, on capte vraiment pas qu'ils sont maquillés et on croit que c'est un autre acteur. Oui, puis c'est transgenre, comme tu disais. En fait, il y a des hommes, transgenres, les hommes sont déguisés en femmes, c'est pour ça que là, on sent la modification de Larry en Lana, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est troublant, et à la fois, ça, ils jouent tout. On se rend compte qu'ils jouent vraiment tous bien, parce que voilà, enfin, c'est. Non, c'est. Ce qui était drôle, c'est qu'il y a alors on va dire qu'il y a comme les acteurs principaux que sont Halle Berry, Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben Whishaw. Et puis il y a d'autres acteurs qu'on voit en fait en second rôle et qui sont tout le temps présents. Alors c'est un artiste en particulier qui ça m'a beaucoup fait rire, qu'on reconnaît pas systématiquement, qui est Hugh Grant. Oui, alors Hugh Grant. Et en fait on va dire c'est le meilleur second rôle, c'est-à-dire que il est très discret, mais il est tout le temps là à chaque époque et à chaque. Mais en fait dans les années 70, on le reconnaît quand même parce qu'il est plus costaud, machin, et puis en plus la libération de la femme ou je sais plus quoi, enfin il critique ça, alors c'est marrant d'entendre ça de la bouche de Hugh Grant. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait il est tout le temps présent sur chaque époque, et en même temps il a pas un rôle important, c'est trouver Charlie, quoi. Là, en l'occurrence avec Hugh Grant, ça fait un peu ça, mais pendant le film on oublie ça. On n'est pas là, c'est à la fin qu'on se rend compte. On n'est pas dans le jeu de reconnaître qui. Voilà. Non, tu peux le faire quand tu connais, mais. Et ce qui est aussi agréable et perturbant, et justement qui crée le lien, c'est que comme on le disait aussi, c'est que donc il y a quand même, comme je dis, en fait il y a 3-4 acteurs principaux qu'on voit à différentes époques, mais justement ils ne jouent pas les mêmes rôles. C'est-à-dire que certes il y a, on va dire, le personnage du héros qui est lié par rapport à ce tatouage, qui lui on va dire qu'il y a une sorte de, on va dire une quête, hein, voilà, on va dire que ce personnage a une quête et il va évoluer à chaque époque et il va être le personnage central, mais qui n'est pas joué par le même acteur, et un acteur qui peut être, on va dire, le héros d'une époque, le personnage qui a cette marque de naissance, qui est pas qui a cette marque de naissance, peut être à une certaine époque, je pense en particulier à Tom Hanks, le salaud, ou du moins le méchant en fait d'une autre époque. Donc quand on est en fait, par exemple deux époques qui sont les antipodes, c'est-à-dire la version post-apocalyptique où Tom Hanks est le héros en fait de cette histoire. Et en fait, finalement, dans l'époque, on va dire du 10e siècle, et en fait le salaud de l'histoire, en fait, c'est lui qui va être la menace et qui va être justement qui va opprimer en fait le personnage principal. Et à chaque fois, c'est les personnages qui, Halle Berry qui va être l'héroïne, qui va être elle va être l'objet de la tentation à une certaine époque, ou va être la collaboratrice de l'oppression des autres à d'autres époques. Voilà, en fait, ils ont vraiment donc c'est en ça en fait que le film est complexe, qu'il joue sur différents tableaux, et que plus on en parle, plus on y réfléchit, puis plus on a envie de se dire faut le revoir. Mais c'est vrai que ça donne envie de le revoir après, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu l'histoire de l'humanité par les Wachowski, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ils ont fait leur 2001 entre guillemets. Hein, j'irai pas jusque là, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, Claude Atlas. On n'est pas là, mais c'est que ça fait du bien de voir un film qui te demande un gros film qui te demande d'être patient, de regarder le film et qui te prennent pas pour un con, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Et ça fait du bien. Et voilà. Donc c'est une agréable surprise, en fait. Oui, vraiment. C'est pas le film, pas le film, comment ça s'appelle, je pense de cette année, ni le film de SF de la décennie, mais la complexité et on va dire cette volonté justement de sortir des codes ou des systèmes narratifs habituels fait qu'il en devient en fait intéressant et qui je prendrais plus de plaisir à le regarder pour l'analyser en fait d'autres fois plutôt en fait que le prendre en fait comme entertainment. Pour moi c'est pas un film d'entertainment, c'est plus un film qu'on a envie de décortiquer et de se dire jusqu'où ils ont été pour créer des liens, tout ça, voilà. Je crois que au niveau de la conclusion qu'on va apporter, puisqu'on va avancer, je pense qu'on est unanime sur le fait qu'on ne peut que conseiller ce film, que le conseiller, même si ça doit se voir dans certaines conditions. VF, parce que malheureusement il est que disponible que dans une salle normalement sur Caen. Café ou à l'UGC. Non, mais il sera repris, je pense que c'est un film. Alors là, je sais pas. Question. C'est pas parce qu'il est long, donc il est peut-être pas forcément facile à programmer. 3 heures 2h45.
Plus long que d'autres bouses. Ou à surveiller. Bon, c'est vrai que peut-être on en reparlera. Et moi, je veux juste terminer sur mon truc parce que j'ai quand même regardé jusqu'à la fin du générique. Il y avait remerciement Nathalie Portman. Alors effectivement, Nathalie Portman devait jouer un rôle. Elle a pas pu parce qu'elle est tombée enceinte. Mais c'est surtout que sur la production de V pour Vendetta, c'est elle qui leur a dit à Wachowski, tenez, lisez ce livre. Donc Claude Atlas, donc c'est elle qui a voilà. Donc elle était en premier en plus dans les remerciements. Donc je vous disais, c'est quand même, il y a quelque chose. Voilà, merci Nathalie. Ok, c'était comment réussir. C'était la minute Nathalie en fait, sans le vouloir. Voilà, c'était Nathalie. Comment caser Nathalie Portman dans l'émission. Voilà. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'elle. C'est vrai. On va s'écouter tout de suite un morceau. Ouais. Alors fil rouge, je l'avais évoqué dans le mail qu'on s'est envoyé, c'est John Scott, parce que c'est un compositeur. Il est pas mort, mais on en a reparlé avec un copain. Et puis c'est vrai que on a tendance à l'oublier. C'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, qui a commencé à faire ses premières partitions dans les années 60. Il a connu surtout sa notoriété avec les productions genre Greystock, la légende de Tarzan, sa collaboration avec le commandant Cousteau, tout ce qui est film documentaire, c'est ça vraiment et c'est vrai qu'il a fait un travail magnifique. Donc Man on Fire qu'on écoutait, un film excellent, c'est avec Sidney Poitier et Tom Berenger qui s'appelle Randonnée pointeur. Ah oui. Et là on va s'écouter, alors je vous laisse deviner. Alors ça c'est une musique que j'aime beaucoup pour un film que j'aime beaucoup, qui est un film de SF. Si vous avez bonne mémoire, écoutez bien les effets sonores qu'il y a dans la deuxième partie du morceau, ça peut aider. D'accord. Et le numéro de la morceau, c'est le deuxième. Comme ça t'as classé dans l'ordre. D'accord. Bon s'écoutez ça, il y en a pour 4 minutes, on se retrouve après.